Julien Rochdy, vous êtes porte-parole du Front national de la jeunesse. Merci d'avoir accepté cette invitation. À votre tour. Alors bonjour à tous. Déjà, parce qu'on vous doit la vérité, je vais vous expliquer pourquoi Thierry Marchalbeck n'est pas venu. Rapidement. Il est un petit peu vexé parce qu'il y a 2 mois, à la Tour TF1, on avait un débat à LCI, puis j'arrive très rapidement. J'arrive en bas, j'allume ma cigarette, et puis il passe, les portiers lui disent bonjour, et il ne répond pas, il passe avec ses camarades sans répondre. Et du coup, je vais voir les portiers pour discuter avec eux, et il me dit, qui c'est celui-là? Franchement, défonce-le en débat, et je lui apprends que c'était quelqu'un du PS. Ils disent décidément, tous les gens du PS sont les plus méprisants à notre égard. Et en fait, le problème, c'est que j'ai tweeté ça, j'ai balancé ça sur Internet, il l'a vu, il a été extrêmement vexé, je pense que ça fait partie des raisons qui ont fait qu'il n'est pas venu aujourd'hui. Ce que je voulais vous dire, c'est que la situation de la jeunesse actuelle, je pense que tout le monde est au courant qu'elle est dans une situation très grave, très précaire, tout le monde le dit, et vous le savez tous. Moi, j'aimerais vraiment vous dire que la jeunesse française, son sort est indissociablement lié à celui de l'avenir de la France. Il est indissociablement lié à celui de l'avenir de notre pays. Et on le voit d'ailleurs depuis 30 ans, 30-40 ans déjà, tout décline en France. C'est-à-dire que si l'on regarde les courbes depuis 40 ans, à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la dette, au niveau du chômage, au niveau du pouvoir d'achat qui est en berne, qui descend toujours petit à petit, au niveau de la soumission au marché, au niveau de l'insécurité, au niveau de la crise du vivre ensemble, tout décline depuis 30 ans. Je pense que là-dessus, tout le monde peut s'accorder, on peut tous être d'accord. D'ailleurs, j'ai acheté Courrier International, je vous le conseille, sur ce que pensent les pays étrangers de la France aujourd'hui, et tout le monde, tous les pays s'accordent à dire que justement la France décline dans tous les domaines. Maintenant, on peut se demander d'où vient cette situation. C'est quand même légitime. D'où vient-elle? Comment se fait-il que la France, qui est un pays, la 5e puissance du monde, un pays extrêmement riche, un pays qui a hérité en plus des 30 Glorieuses, d'une situation internationale, d'une balance commerciale positive, vraiment de beaucoup d'atouts, comment se fait-il qu'en 30 ans, tout est décliné? Ça ne vient pas du ciel, ce genre de choses. Ce n'est pas un Deus ex machina qui a fait que d'un coup, la France a décliné et est allée de pis en pis. C'est venu d'une situation très simple, en fait, c'est très clair, c'est que 3 partis politiques ont été au pouvoir depuis 30 ans, et tous ont, dans ce déclin progressif de la France, leur responsabilité. Le PS a été au pouvoir, vous le savez, avec Mitterrand et sous Jospin. L'UMP, anciennement le RPR, a été au pouvoir avec Chirac et avec Nicolas Sarkozy depuis 5 ans. Et le centre aussi, d'une certaine manière, a été au pouvoir avec Valéry Giscard d'Estaing, et François Bayrou, qui se présente aujourd'hui devant vous comme Zorro, comme le Chevalier Blanc, a été ministre plusieurs fois. Donc en quelque sorte, si vous voulez, il faut arriver à réaliser une équation entre une France qui décline depuis 30 ans, et ce déclin se révèle avec beaucoup plus d'acuité chez les jeunes, on le voit, le chômage et tout, je ne vais pas répéter, et ces 3 partis politiques qui ont été aux affaires. Si vous ne parvenez pas à avoir de lien entre cette évidence, entre cette équation claire et nette, entre un déclin depuis 30 ans, comme par hasard, alors même que nous avions énormément d'atouts, et 3 partis politiques, écoutez, c'est que vous avez pas mal de choses vous devez réfléchir, parce que vraiment, c'est très important pour vous de comprendre que ces 3 partis politiques ont suivi une même direction, en fait. Il y a eu 3 axes majeurs qui ont présidé à la destinée de notre pays depuis 30 ans. Ces 3 axes majeurs, c'est le mondialisme, c'est-à-dire l'idée que la France était aujourd'hui trop petite et qu'il fallait qu'elle se dilue dans des espaces plus grands, et donc son corollaire, l'Union européenne, et aussi le multiculturalisme. Donc il y a eu les 3 principes-là, multiculturalisme, mondialisme, Europe. Ils nous ont vendu la mondialisation comme étant quelque chose de splendide, d'extraordinaire, que nous parviendrons justement à être concurrentiels sur les marchés internationaux. Et la conséquence a été aujourd'hui justement une augmentation terrible du chômage, la désindustrialisation qui nous a fait perdre un nombre incalculable d'emplois depuis 10 ans, et je tiens à préciser 500 000 sous Nicolas Sarkozy. On nous a vendu l'Union européenne comme étant quelque chose de formidable, et si vous voulez vous marrer, allez regarder sur Dailymotion, sur YouTube, les discours des politiques il y a 10 ans, il y a 20 ans, quand ils nous parlaient de l'euro, où on nous disait que les prix allaient baisser, que ça allait être une monnaie formidable, qui allait nous apporter la croissance. Et depuis 10 ans que nous avons l'euro, la zone euro est la zone dans le monde qui a le moins de croissance. Donc ça aussi, il faut arriver à réaliser des équations par rapport à ça, essayer de comprendre les rapports. Et on nous a aussi vendu le multiculturalisme comme étant quelque chose d'extraordinaire, et on le voit aujourd'hui, nous sommes dans une situation où nous sommes dans une crise du vivre ensemble, et je crois que là, tout le monde peut le dire, parce que l'assimilation n'ayant pas eu lieu, il y a des communautés qui se créent, et c'est très dangereux pour notre avenir. Si certaines personnes ici pensent que c'est du fantasme, malheureusement, je crois que c'est très vrai, et qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de liens sociaux, justement, et de liens fraternels qui pourraient être garantis par
une seule appartenance à la France, en fait, à la patrie, parce qu'en étant tous français, nous sommes tous frères. Bref. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que écoutez-moi plutôt que d'écouter ce qu'on vous a raconté depuis 10 ans ou ce qu'on vous entendez souvent à la télévision. Essayez de m'écouter ce que je dis. Alors, il y a quelque chose qui est très évident aussi, c'est qu'on voit, par exemple, l'Argentine, qui est un exemple clair et précis d'une sortie de crise bien ordonnée. Il y a 10 ans, l'Argentine avait une monnaie qui était surévaluée. Elle avait un endettement terrible et elle avait aussi une désindustrialisation qui était catastrophique, donc il y avait beaucoup de chômage. À l'époque, le FMI, parce qu'en fait, il y a un corollaire terrible avec nous, le FMI a demandé un peu ce que l'on demande aujourd'hui à la Grèce et ce qu'on demande à pas mal de pays européens, avec la règle d'or, par exemple. C'est on va vous aider, on va vous donner de l'argent, mais en contrepartie, ça je crois qu'on l'a dit, on va saigner totalement votre système social et vos avantages, qu'ils soient de l'ordre du pouvoir d'achat ou au niveau du travail. C'est comme ça. Aujourd'hui, en Grèce, par le dogme de l'euro, et Nicolas Sarkozy l'a dit, il faut rester dans l'euro à tout prix, on est en train de saigner un peuple. La situation grecque va arriver en Irlande, va arriver en Espagne, et nous arrivera aussi un jour. L'Argentine, qu'a-t-elle fait? Elle a repris le pouvoir sur son économie. Elle a repris son pouvoir sur sa monnaie, elle a dévalué. Elle a repris le pouvoir sur ses frontières, elle a instauré un protectionnisme, et ce n'est pas un gros mot, le protectionnisme. Je vous rappelle qu'au Brésil, ces derniers temps, donc en Argentine aussi, aux États-Unis, en Chine, beaucoup de pays, la majorité des pays dans le monde pratiquent le protectionnisme. Nous, dans l'Union européenne, nous n'avons pas le droit. Et l'Argentine aussi a repris son pouvoir en termes d'investissement de l'État. Et que voit-on aujourd'hui? L'Argentine, qui était dans une situation catastrophique, et là aussi je vous invite à aller regarder sur Internet, parce qu'il y a beaucoup d'archives sur Internet, on peut le voir. L'Argentine aujourd'hui a un taux de croissance de près de 8, 9, 10%. L'Argentine est repartie justement sur le terrain de la prospérité. Ce que nous proposons avec Marine Le Pen, c'est de reprendre le pouvoir sur notre économie. Aujourd'hui, il faut que vous sachiez quand même qu'à l'élection présidentielle de 2012, si vous élisez François Bayrou, Nicolas Sarkozy ou François Hollande, vous n'allez pas élire en réalité un président de la République, vous allez élire un gouverneur de la province France. Quelqu'un qui en réalité a très peu de pouvoir du moment qu'il accepte totalement tous les traités européens, qu'il les accepte dans leur entièreté sans que justement essayer de négocier certains de ces traités pour l'avantage de la France. Et je vous rappelle que ce ne serait pas complètement fou de faire ça. Les Anglais, quand ils décident d'accepter certaines clauses et d'en refuser d'autres, ils le font. Le Danemark l'a fait aussi, la Suède l'a fait aussi. Et nous, la France, qui sommes une puissance grandiose, on a peur de négocier des traités qui soient à notre avantage. Aujourd'hui, par le simple fait que Nicolas Sarkozy soit pieds et mains liés dans l'Union européenne, nous avons une marge de manœuvre économique qui est franchement réduite de l'ordre de zéro. Et au niveau des lois qui s'appliquent en France, sachez que, quel que soit le président que vous allez élire, si vous élisez les trois, aujourd'hui, 70% des lois qui s'appliquent en France ne sont pas des lois qui viennent de votre président, mais qui viennent en réalité justement des commissions de Bruxelles. Donc en réalité, le président de la République n'a qu'une marge de manœuvre de 30% à peine sur les lois, et qui sont des lois qui ne sont pas vraiment importantes pour l'avenir de notre pays, parce que les grandes lois qui président à notre avenir, sur l'économie, sur la structuration du tout, viennent de l'Europe. Alors nous, pour sortir de la crise et retrouver la croissance, nous voulons, comme l'Argentine, reprendre notre pouvoir sur l'économie. Et comment le fait-on? Eh bien, on reprend d'abord notre pouvoir sur notre monnaie. Si vous faites un peu d'économie, vous savez que la monnaie est un outil économique. Et aujourd'hui, parce qu'on a tendance à mépriser un petit peu ceux qui veulent sortir de l'euro et aller vers une monnaie nationale, je vous rappelle quand même que 3 prix Nobel d'économie comme Krugman, M. Stiglitz, je vous invite à aller les lire sur Internet, hein, et comme Maurice Allais, qui est le seul prix Nobel économique français qui est mort il y a 2-3 ans, disait que l'euro n'était pas une monnaie viable, et on le voit aujourd'hui. Donc reprendre notre pouvoir sur notre monnaie nous permettrait de dévaluer et donc de retrouver tout de suite une compétitivité très, très rapidement et très forte. Sachant que l'euro pourrait être bien sûr conservé comme une monnaie d'échange internationale. Donc on aurait un euro qui, comme en 99, comme l'écu, nous permettrait d'échanger et d'être puissant au niveau international, et une monnaie aussi nationale qui nous permettrait, suivant notre économie, de dévaluer pour retrouver la compétitivité. Nous voulons aussi, donc ça comme l'Argentine a fait quand elle a justement dévalué par rapport au dollar, nous voulons aussi retrouver le protectionnisme, c'est-à-dire mettre des droits de douane raisonnés pour nous sortir d'une concurrence totalement déloyale que nous connaissons aujourd'hui et qui crée un nombre incalculable de chômeurs puisqu'on n'arrive pas à garder nos industries en France. Et on le voit, je vous le répète, sous Nicolas Sarkozy, c'est 500 000 emplois industriels qui ont été perdus et qui pèsent bien sûr en tant que chômeurs sur le pouvoir économique français. Et dernièrement,
récupérer le pouvoir de l'État, c'est-à-dire récupérer un État stratégique qui puisse investir dans des domaines clés de l'économie française. Et pour cela, il faut aussi qu'il ait une marge de manœuvre qui soit beaucoup plus grande. Et comment fait-on? On reprend notre pouvoir sur notre banque centrale. Il faut que vous sachiez quand même quelque chose, parce que c'est sur vous, les jeunes, sur nous, que pèsera la dette. Nous avons une dette aujourd'hui de 1700 milliards, bientôt 2800, et nous avons payé depuis 30 ans 1400 milliards d'intérêts sur la dette. C'est-à-dire que nos parents, nos grands-parents, n'ont pas remboursé la dette, ils remboursent que les intérêts sur la dette. Et vous aussi, sachant qu'on remboursera des intérêts toujours plus forts, parce que notre note, vous l'avez entendu, se dégrade, parce que nous sommes de moins en moins solvables, et les intérêts sur la dette sont de plus en plus grands. Bien sûr, parce que en 1973, une loi cadre a fait en sorte que l'État français n'emprunte plus à sa banque centrale à des taux d'intérêt de 0 ou 1%, mais qu'il emprunte sur les marchés, c'est-à-dire aux banques privées. Donc l'État n'a plus aujourd'hui moyen, en plus l'Union européenne lui interdit de faire ça pour justement permettre un libre-échange non faussé. L'État n'a plus le droit d'investir aujourd'hui pour sauver nos entreprises. Quand une industrie délocalise, l'État ne peut plus venir à sa rescousse, ou alors il faut demander, comme Nicolas Sarkozy le fait, à ses amis d'y aller, c'est-à-dire à titre privé, mais l'État français n'a plus le pouvoir, l'Union européenne l'empêche aujourd'hui de faire ça, d'investir pour sauver des plans entiers de notre économie. Donc nous voulons, avec Marine Le Pen, justement sortir de cette loi de 73, l'abroger, pour récupérer notre pouvoir sur notre banque centrale, ce qui nous permettra de monétiser la dette. C'est très compliqué, je n'ai pas le temps d'en parler ici, mais je vous invite toujours à aller voir, à monétiser notre dette, et pouvoir investir dans des pans entiers de notre économie, pour justement réindustrialiser la France, et donc retrouver le terrain de l'emploi, de la prospérité et de la croissance. Alors bien sûr, ce qui bloque en réalité le vote des jeunes, bien que, je suis désolé, mais les jeunes vont se porter massivement sur Marine Le Pen, comme vous le savez, dans les sondages c'est très net. On fait le pari que Marine Le Pen sera la première dans les votes chez les jeunes, et je vous rappelle qu'en 2002, dès 2002, Jean-Marie Le Pen était le premier dans les votes des 18-25 ans. C'est vrai, c'est comme ça. Non, c'était Noël Mamère. Désolé, en 2000. Non. Premier tour, parmi les 18-25 ans, c'est Jean-Marie Le Pen. Enfin bon, donc il n'y a pas de jeunes qui votent Marine Le Pen, c'est bien connu. Alors, qui ont voté au Front National. Alors, bien sûr, en réalité, ce que vous attendez, c'est que je vous parle surtout de la diabolisation, tout ça, parce que ce qui vous empêche aujourd'hui, en tout cas certaines personnes dans cette salle, de voter pour Marine Le Pen, c'est une image totalement caricaturée et fausse de nous, évidemment. Des gens qui préfèrent ne pas justement nous écouter réellement ce que l'on dit et de voir réellement quel est notre projet. Nous ne sommes pas un parti du tout d'extrême droite. Nous sommes un parti... Nous sommes un parti de non-alignés. Voilà. Alors justement, j'aimerais vous dire une chose, donc pour terminer là-dessus, vu que je vous fais rire, c'est que il faut que vous sachiez qu'un jour nous arriverons au pouvoir, forcément, c'est toute l'histoire de France. Toute l'histoire de France prouve justement que la France décline souvent pendant des années parce qu'elle fait confiance à des traîtres et à des corrompus, ce qui est le cas, et qu'à chaque fois les patriotes français finissent par arriver au pouvoir. Ces dernières années, on a vu ça avec le général de Gaulle notamment. Les patriotes finissent toujours par arriver au pouvoir. Donc sachez que, à continuer comme ça, c'est-à-dire ce lent déclin que l'on connaît, vous finirez tous par avoir de moins en moins de pouvoir d'achat et de plus en plus de chômage, de plus en plus d'insécurité. Vous allez connaître ça durant toute votre vie, on va le connaître. Et un jour, forcément, vous prendrez conscience qu'il faut changer de voie et voter pour des patriotes. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Merci Julien Roger.